Vous avez choisi Chérifla TV pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci infiniment de votre soutien sans faille et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. Le nouveau gouvernement s'active et multiplie les échanges afin de trouver les solutions adéquates aux conflits sociaux qui exaspèrent le quotidien des Maliens. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rencontré la société civile ce vendredi à la primature. Les rideaux sont tombés sur la 4e édition du Salon de l'emploi et de la formation professionnelle. Un espace qui aura permis de créer des opportunités réelles d'accès à un emploi pour tous et contribuer à réduire le taux de chômage dans notre pays. Et nous sommes le samedi 15 avril 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue encore dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Le climat social reste encore tendu dans notre pays avec la série de grèves des médecins et des enseignants. Ébullition sociale à laquelle le nouveau Premier ministre est loin d'être insensible et affiche sa volonté à trouver de meilleures alternatives possibles. Le chef du gouvernement a rencontré à la primature le Conseil national de la société civile pour demander son implication effective afin d'apaiser les tensions. Au menu des échanges, la grève des médecins et des enseignants, évidemment, pour une sortie de crise rapide. Khadija Kité et Seydou Niaré pour le reportage. Représentant une frange importante de la société civile malienne, le Conseil national de la société civile a pour mission de favoriser la mobilisation, la concertation et le dialogue entre les organisations de la société civile et les autres partenaires. C'est dans cette optique que le nouveau Premier ministre a invité le CNSC à la primature pour discuter des sujets brûlants de l'heure, à savoir les différentes grèves que vit actuellement notre pays. Nous avons ouvert un dialogue social par rapport à tous les problèmes que notre pays traverse et particulièrement aujourd'hui les remous sociaux, c'est-à-dire les grèves au niveau de la santé et au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons échangé pour appeler le gouvernement à beaucoup plus d'apaisement, avec beaucoup de discernement, mais également les partenaires sociaux à beaucoup plus d'écoute, parce que il s'agit réellement de la vie des citoyens. Et les citoyens se trouvent très meurtris par rapport à cette question de santé, où tous les jours, c'est les mamans et les enfants qui meurent, en plus des autres malades qui n'ont pas de soins. Donc nous, en tant que société civile, à l'écoute des citoyens, nous allons nous investir. On est déjà investi, je le précise très bien. Toutes les concertations qui ont eu lieu entre les syndicats et le gouvernement, la société civile est au cœur de ça. Et je précise aussi que les syndicats, c'est la société civile. Donc, nous allons nous investir mieux et davantage pour apaiser la situation, aller sûrement vers des propositions qui vont dans le sens de cet apaisement, afin que nous puissions dépasser ce défi. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus répondre à l'appel du Premier ministre. Et nous allons continuer ce dialogue au-delà même de cette question de santé et d'éducation, parce qu'il y a d'autres défis, des défis sécuritaires, il y a d'autres défis qui nous attendent. Nous devrons travailler ensemble. Et je l'ai précisé, la société civile, c'est elle qui demande, je veux dire les citoyens, qui demandent une bonne santé, une bonne éducation, une sécurité, un environnement sain. Et nous devrons contribuer à ce que le gouvernement nous donne ses services. Et nous devrons contribuer dans la critique positive et dans la proposition positive. Et nous n'allons pas faillir à ce débat, nous n'allons pas faillir du tout à ce rôle. Et toutes les médiations possibles que nous devrons faire aussi, nous allons le faire dans le cadre de contrôle citoyen de l'action publique. Le nouveau Premier ministre, dans son mot de bienvenue, a demandé l'aide de la société civile afin d'apaiser le front social. Oui, cette rencontre de prise de contact et d'échange, qui, je le promets, ce ne serait pas la dernière. Il se tient à un moment où notre pays fait face à de nombreux défis. Dans le paysage, nous avions les grèves. Et en toile de fond, nous savons tous qu'il y a d'abord l'insécurité, il y a le banditisme, il y a le terrorisme. Des situations, donc, qui interpellent à la fois les gouvernements, mais aussi les citoyens que nous sommes tous.
chacun à son niveau. Nous avions jugé urgent et nécessaire de demander une trêve depuis 2-3 jours, vous l'entendez, trêve sociale. Nous en avions fait une priorité pour davantage préserver les équilibres indispensables dans notre pays. Nous nous sommes inscrits néanmoins, malgré l'ampleur des défis que je suis en train d'évoquer, nous sommes inscrits, dis-je, dans l'idée et le sens de la réussite. Oui, nous devons impérativement réussir, et réussir ensemble avec vous, la société civile, avec l'ensemble des acteurs. Parce que face à ces défis, il nous faut faire usage de notre intelligence collective. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est conscient de vos capacités personnelles, collectives, à l'aider, à l'accompagner dans sa détermination à stabiliser notre pays. Il y a une mission extérieure qui vient pour nous aider dans le sens de la stabilisation. Ce matin, je l'ai dit, je le répète, nous devrons compter d'abord sur nous-mêmes. En ce moment, l'appui des autres aura un sens. Des séances de prière et de bénédiction ont été les temps forts de cette rencontre qui rentre dans le cadre de la main tendue du gouvernement. Je vous l'annonçais dans les titres, cérémonie de clôture au Palais des Sports de Bamako de la 4e édition du SAFEP, le Salon de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. C'est une initiative de l'agence de communication Natucom qui a pu bénéficier de l'appui du département de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Le thème retenu cette année, offre d'apprentissage des métiers de formation professionnelle et d'emploi, était présent à cet événement pour Chérif Actualité, Amadou Kamara et Mohamed Sidibé. L'objectif du Salon de l'emploi et de la formation professionnelle est de contribuer au dialogue public-privé du secteur de l'emploi et de l'offre afin d'améliorer l'employabilité, l'emploi et l'auto-emploi des milliers de jeunes, femmes et hommes en quête d'orientation et d'insertion socio-économique. En somme, le SAFEP offre un espace approprié de rencontres, d'information et de communication entre tous les acteurs, y compris les agences de recrutement. La formation professionnelle dans un pays en voie de développement comme le nôtre est d'une importance capitale, permettant de déboucher sur la croissance économique et qui, par la croissance économique, par l'augmentation de la production et de l'emploi d'une période à l'autre. C'est un facteur de lutte contre le chômage et un flot qui frappe généralement les jeunes et les femmes. Oui, je suis consultant formateur aussi. Partager une petite expérience avec vous pour avoir élaborer le chemin de faire de la formation professionnelle au Gao et pour avoir aussi actualisé récemment le chemin de faire de la formation professionnelle. Le SAFEP 2017 offre des opportunités et des mises en relation des employeurs avec les demandeurs d'emploi. Il contribue à la promotion de la création d'emplois pour les jeunes en quête d'une insertion durable et à l'amélioration de la compétitivité des secteurs économiques. Nous voici au terme de cette 4e édition du Salon de la formation professionnelle, communément appelé SAFEP. Au cours de cette 4e édition 2017, il y a eu des rencontres entre les dirigeants d'entreprise et les jeunes diplômés en quête d'emploi. Puisque le salon a été conçu dès sa création comme espace d'échange, les résultats de ce salon couronne bien les efforts que chacun de nous a consenti pour assurer le succès. Je voudrais ce matin de parler au nom de M. le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui avait souhaité être là ce matin à la cérémonie de clôture. Comme vous le constatez, il n'est pas là. On le dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Et sachez que le ministre a souvent des calendriers qui peuvent bousculer ce qui était fait. Et ce matin, c'est la raison qui fait qu'il n'est pas là avec nous. Et il m'a demandé de vous saluer en son nom et de dire qu'il est de cœur avec nous. Je souhaite que ce qui a été fait durant ces 2 jours soit quelque chose de profitable pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et pour l'ensemble des apprenants du Mali.
Ce salon est un cadre d'échange qui permettra de renforcer les acquis des éditions précédentes et de créer des fenêtres de discussion sur des innovations. Le dialogue entre l'offre et la demande donnera aux entreprises la possibilité de se positionner et de promouvoir leur domaine d'activité et leurs idées innovantes et de présenter les perspectives en matière d'emploi dans les différentes filières de formation. Nous célébrons aujourd'hui 15 avril la journée internationale du biotechnologiste, un événement vécu ici chez nous avec l'Association nationale des techniciens de laboratoire, pharmacie et d'hygiénistes du Mali, ATELFA, qui a initié pour l'occasion une conférence débat ce samedi matin sur la santé, la sécurité au travail et les accidents d'exposition au sang. Les organisateurs entendent donc sensibiliser les agents de la santé sur les risques liés au travail et éventuellement les mesures de précaution à prendre. Tata Touré et Seydou Onyare nous signent ici ce reportage. L'accident d'exposition au sang ou des liquides biologiques est défini comme tout contact cutané avec le sang ou liquide biologique provenant d'un patient. Cet accident de travail est fréquent chez les professionnels de santé. En cas d'accident de travail, la déclaration administrative est une formalité obligatoire. Or, selon les informations, beaucoup d'agents de santé ne déclarent pas leurs accidents d'exposition au sang. En fait, cette rencontre entre dans le cadre de la journée internationale du biotechnologiste. Et le thème de cette année est collecter plus de cas d'accidents d'exposition au sang pour mieux les prévenir. Donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai animé sur la prise en charge des accidents d'exposition au sang. C'est comme un accident de travail. C'est comme un accident de travail. C'est un cas qui se fait généralement dans les laboratoires et c'est les techniciens qui sont là, qui techniquent, souvent par suite de piqûres ou de coupures ou même souvent par projection de produits pathologiques. Parce que quand on dit accident d'exposition au sang, ce n'est pas le sang seulement, mais c'est les produits biologiques aussi qui sont contaminants. Donc voilà, c'est pour prévenir ces infections-là. Les conséquences socio-économiques dans le cas d'un accident d'exposition au sang ne sont pas négligeables pour la société. Elles peuvent entraîner des arrêts de travail, des invalidités et décès à la fois pour les personnels soignants et pour les malades. S'agissant de l'exposé qui a été déroulé tout de suite sur la prévention des risques, l'environnement, de la sécurité et santé au travail, qui est un thème extrêmement important et puis d'actualité, et qui est vraiment capital pour le personnel socio-sanitaire, qui non seulement met au devant le personnel socio-sanitaire, mais aussi qui est là pour pouvoir protéger le travailleur dans sa fonction de tous les jours. Parce que s'agissant vraiment de la sécurité santé au travail, c'est un aspect vraiment aujourd'hui qui est beaucoup plus touché, que le personnel est beaucoup plus touché par vraiment cet aspect de santé et sécurité au travail. Parce que bien évidemment, bien sûr, on a exposé sur les accidents d'exposition au sang, mais tout entre dans le cadre de la santé et sécurité au travail. Parce que le personnel socio-sanitaire, une fois au service de la nation, une fois au service vraiment de l'employeur, doit être sûr, doit être rassuré vraiment de sa santé, de sa sécurité, vraiment au niveau le plus haut, vraiment par rapport vraiment à sa sécurité pour l'employeur, pour l'État. Donc moi je dirais que je lance un appel vigoureux à l'État, aux employeurs, vraiment à tous les travailleurs, et surtout aux travailleurs socio-sanitaires, aux biotechnologistes, vraiment qu'il est temps qu'on essaye de prendre la taureau par les cornes. Parce qu'aujourd'hui, le personnel souffre par vraiment manque de prévention, par vraiment le travail à long terme. Et tout ça, c'est des aspects vraiment qui entrent dans le cadre vraiment de la santé, de la sécurité au travail. En clair, la prudence et l'observation rigoureuse de l'éthique et la déontologie doivent être de mise pour éviter tout cas de contagion.
Et nous restons avec la même équipe de reportage pour vous parler des journées de consultation gratuites dans la cour de l'école Sadouziwaza au quartier Bankoni Djanginabougou. C'est le comité en sardine de la commune 1 du district de Bamako qui est à l'origine de cette heureuse initiative qui vise à venir en aide aux personnes démunies ou n'ayant pas suffisamment de ressources financières. Le comité en sardine de la commune 1 en collaboration avec Tant d'Aide Mali a organisé ce matin une journée de consultation ophtalmologique pour la circonstance. Les patients qui souffrent de maux de dents et des yeux ont bénéficié de consultations gratuites. Au cours de cette campagne, le représentant du comité de la commune 1 a rappelé que le but de cette journée est d'aider les personnes atteintes de cette maladie. Le but de cette rencontre est de permettre à la population démunie de bénéficier des soins oculaires et les soins dentaires. On est environ 600 personnes pour les soins oculaires et environ 300 personnes pour les soins dentaires. Normalement, le travail est prévu pour une journée. D'abord, je salue notre partenaire qui a mis à notre disposition les médecins et l'ensemble des matériels. Nous saluons également tous ceux qui nous ont aidés, de près ou de loin, pour l'organisation de ce travail-là. Notre partenaire, c'est l'association turque pour l'entraide. Au dire des patients, cette campagne est une aubaine, car non seulement elle est gratuite, mais aussi elle soulage le mal qui perdure depuis 2 années. Pour cette journée, plus de 1000 personnes sont venues en consultation et dont la plupart sont du 3e âge. Actualité africaine à présent au Niger. Le procès des étudiants connaît son épilogue avec la liberté accordée à certains et la détention requise pour d'autres, notamment les leaders estudiantins. Au Congo, les organisations de droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans le pôle. Le président burkinabé en visite en France pour discuter avec son homologue sur la crise sécuritaire dans le Sahel. Et enfin, en Guinée, les conditions carcérales de Toumba qui inquiètent de plus en plus ses avocats. Le tour d'horizon de l'actualité signé ici par Oumar Kouyaté. Au Congo, la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH et le HDH, dans un communiqué rendu public ce vendredi à Paris, s'alarment de la situation des droits de l'homme dans le pôle. Le département est considéré comme rebelle. Des groupes armés non identifiés s'y livreraient à des violations massives des droits humains, bombardements de civils, évictions forcées des populations, arrestations arbitraires et autres actes de torture et traitements inhumains. Dit-on dans le communiqué, depuis 1 an, précise la FIDH, près de 30 000 personnes au moins auraient été déplacées de force dans le département du Pôle et plusieurs dizaines d'individus seraient morts ou portés disparus à la suite de l'intervention des forces armées et de sécurité congolaises. La justice nigérienne a acquitté vendredi 14 avril 2017 83 étudiants présentés le même jour au procureur de la République à Niamey. Tous avaient été arrêtés sur le campus universitaire de la capitale après des violents affrontements avec la police qui se sont soldés par la mort d'un étudiant. Abbas Yakouba explique qu'on les a retenus presque 5 jours, qui n'ont été libérés que ce vendredi. Pour l'un des ex-détenus, le procureur de la République a tout simplement dit le droit en les libérant. Nous sommes innocents par rapport à tout ce qui a été dit, par conséquent, nous sommes libres, bien que nous soyons en deuil. En revanche, 4 responsables d'étudiants et lycéens viennent de leur côté de passer leur première nuit en prison. Tous sont accusés de participation à une manifestation illégale, d'entrave à la liberté de circulation et de rébellion contre l'autorité de l'État. Le président burkinabé est en visite officielle à Paris depuis hier. Roch-Marc Christian Kaboré a eu une réunion de travail avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, avant d'être reçu par François Hollande. Au menu de discussion, la sécurité, c'est le sujet incontournable du moment, la situation au Sahel et les questions sécuritaires en particulier, qui, depuis 1 an, concernent directement le Burkina Faso. Ce vendredi matin, le président burkinabé a réitéré sa volonté de participer à des opérations mixtes avec ses pays voisins et la force française Barkhane.
pour aider par ailleurs les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'éducation. 461 millions d'euros seront débloqués par Paris. Ils serviront entre autres à la construction de plusieurs centrales photovoltaïques et à la création d'une caisse de dépôt burkinabé. Dans cette enveloppe, 80 millions d'euros seront affectés aussi à la rénovation de la capitale Ouagadougou. Des avocats du militaire Aboubacar Sidiki Diakité dit Tomba, détenu pour son rôle présumé dans le massacre de plus de 150 opposants en 2009, ont dénoncé ce jeudi 13 avril des déclarations du président Alpha Condé se prononçant sur cette affaire qui traîne depuis belle lurette et surtout les conditions de détention de leurs clients à la prison civile de Conakry. Selon son conseil, le militaire est détenu dans des conditions difficiles. Au cours d'une conférence de presse, les avocats ont aussi dénoncé des propos tenus par Alpha Condé à Paris qui, selon eux, tendent à prouver l'innocence de certaines personnes inculpées au même titre que Tomba Diakité. Et nous revenons chez nous à Bamako pour vous parler de la nouvelle mosquée Mamadou Lamine Dème de Banankorouni qui a été symboliquement choisie ce samedi matin pour servir de lieu de rencontre entre les familles Dème du Mali. Les patronymes Dème projettent de créer une association des familles portant ce nom avec la mise en place d'un bureau exécutif pour un mandat de 3 ans. Cela contribuera largement à un rapprochement entre les descendants de Dème dans notre pays. Marietou Diallo et Fousséni Keita pour le reportage. C'est par la lecture du Coran que les travaux de cette journée de rencontre ont commencé. Une tradition dans la famille Dème. De jour en jour, le cercle s'élargit. Il est donc important, selon les aînés, de pérenniser cette activité afin de renforcer davantage les liens de fraternité. Nous essayons de réfléchir. En réalité, l'idée est partie de Feu Moustapha Dème. Donc depuis son temps, il avait essayé de constituer l'arbre généalogique des familles Dème. Donc il a commencé le travail, mais malheureusement il était malade. Donc il a laissé la suite à Mohamed Lamine Dème, le marabout. Alors c'est ce dernier qui nous a recontactés, qui nous a dit, bon écoutez, nous sommes une très grande famille, essayez de reconstituer les familles, simplement dans l'esprit de mettre les gens ensemble, pour que les gens se connaissent. Parce que vous savez, comme on dit en Babara, Kohina Bedeli de là. Quand vous vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui passent entre vous. Quand vous vous connaissez, vous connaissez hier, vous savez comment gérer aujourd'hui pour préparer demain. Donc c'est surtout ça l'esprit de départ. Donc c'est ce qui nous a motivés. Bon, aujourd'hui, nous venons travailler spécifiquement sur les statuts, règlements intérieurs et l'installation d'un bureau. Donc en gros, c'est ça le travail d'aujourd'hui. Parce que c'est l'Assemblée constitutive. Parce que c'est maintenant que nous voulons constituer l'association. Maintenant, le bureau qui s'installera, ce sera un bureau, je crois, si l'Assemblée accepte les textes, ce sera un bureau de 3 ans, renouvelable. Initiée par Feu Moustapha Dème, cette rencontre demeure un véritable lieu d'échange fructueux pour les fils, filles, petits-enfants, grands-parents et alliés des familles Dème du Mali. Un mot de sport avant de boucler cette édition d'information sur Chérifla TV. En vue de soutenir le gouvernement malien dans sa décision de mise en place d'un comité provisoire de normalisation du football qui remplacera le bureau exécutif de la Fédération malienne de football, l'action sociale des jeunes du district de Bamako a organisé un meeting d'information et de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse. Objectif, exhorter cette couche sensible et majoritaire de la société pour une implication sans retenue dans la résolution de la crise du football malien. Et le commentaire est signé Issouf Koulibaly. Pendant que le gouvernement malien, à travers le comité provisoire de normalisation de football, est en procès avec la Fédération internationale de football, association FIFA, au tribunal arbitral des sports à Lausanne pour une éventuelle levée de sa suspension qui pèse sur l'avenir de son football, une suspension qui continue de causer beaucoup de préjudice au développement du football malien sur le plan national et international. Face à ces problèmes qui interpellent tous les fils de la nation, les jeunes de l'action sociale du district de Bamako ont animé un meeting d'information et de sensibilisation afin de soutenir le comité provisoire de normalisation dans sa mission régalienne, qui n'est autre que de régulariser et de professionnaliser le football malien. L'objet de ce meeting, c'est de suivre la vérité, c'est de soutenir le CONOR qui puisse normaliser, refonder le football malien.
Nous sommes là pour donner quelques informations, pour surtout soutenir le CONOR dans les droits chemins qui se sont tracés. Nous avons déjà dit à notre rencontre avec le CONOR que nous étions disponibles. Nous avions désigné 5 membres du collectif. On leur a communiqué par courrier officiel le nom de ces 5 membres qui doivent être les techniciens un peu pour les accompagner. La même chose s'est répétée. Le hasard a voulu qu'en tant que président du collectif, président de l'Union nationale des anciens footballeurs, le hasard a donc voulu qu'ils nous rencontrent le même jour. Nous avons donc désigné également des éléments de l'Union nationale des anciens footballeurs pour accompagner simplement au plan de la compétence, de la technique, les membres du CONOR, parce qu'ils ne sont pas obligatoirement des techniciens du football. Pour sauver le sport roi malien de division, d'agressivité, de clanisme et de rivalité dont notre sport est victime, le dialogue social, l'amitié, le sens de l'olympisme et le patriotisme doivent prévaloir afin de rétablir le grand malade qui est le football dont la devise est le fair play. Voilà, dont la devise est le fair play et nous prions tous pour une résolution définitive de la crise du football malien. Point final à cette édition d'information. Tout à l'heure, 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programme et excellent week-end à toutes et à tous. À très bientôt.